C'est une plongée au cœur du pouvoir syrien. Dans son livre intitulé Assad, Régis Le Sommier a eu l'opportunité de rencontrer Bachar el-Assad à plusieurs reprises, y compris en rendez-vous off. Et dans cet ouvrage, publié aux éditions de La Martinière, le grand reporter et directeur adjoint de Paris Match mêle impressions personnelles et récits journalistiques sur un homme devenu président de la Syrie à 34 ans et aujourd'hui surnommé le boucher de Damas. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être d'abord quelques questions pour bien poser le cadre. Comment parvient-on à réaliser des entrevues avec Bachar el-Assad et pas qu'une fois? Alors c'est compliqué. Il y a deux contextes. La première a lieu en novembre 2014. Ouais. Alors ça se passe à un moment où le pouvoir syrien est extrêmement affaibli. C'est 1 an et demi de négociations. À partir du moment où ils vous disent OK, on considère... Vous faites d'abord une demande, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup de nos confrères ont fait des demandes. Et puis voilà, on arrive à une sorte d'accord sur le fait que cette interview va avoir lieu. Elle est reportée 2 fois. Et puis en novembre 2014, à un moment où je me dis, vu le contexte, vu l'état militaire de la Syrie, elle ne va pas avoir lieu. Et puis finalement, elle a lieu. Il y a toujours une forme de surprise dans ces rencontres. La deuxième également. Et je l'ai rencontré une deuxième fois en juin 2015, parce que au moment de cette première interview qui a eu lieu pour Paris Match, qui était la première qu'il donnait après l'émergence de l'État islamique, qui tout à coup avait conquis 1/3 du territoire syrien, qui était devenu la menace, donc un moment important. J'avais noté à la fin de l'interview qu'il souhaitait, il avait l'air de vouloir continuer à parler, il avait l'air et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant, dans le cadre peut-être d'un livre, de demander à le rencontrer, mais cette fois juste pour discuter, simplement pour me faire une idée de qui est le personnage, parce que c'est un personnage mystérieux, parce que c'est un personnage énigmatique. Il y a toujours cette ombre cette part de mystère chez Bachar el-Assad. On dit il est occidentalisé, il présentait un visage moderne de la Syrie à une époque, et puis il a été plongé dans cette guerre, le tout répressif, une guerre dont il est sorti vainqueur. Ce qui m'a intéressé, j'ai analysé ce livre, j'ai fait ce livre dans l'idée de faire comprendre aux gens pourquoi quelqu'un qui, en mars 2011, à qui on donne quelques semaines au pouvoir, on dit il va partir, ce sont les printemps arabes. Justement, on va y venir. Début du soulèvement, plutôt d'abord populaire et pacifique, et ensuite, voilà, révolte armée. Juste pour bien qu'on comprenne, on a le sentiment que c'est un homme qui vit reclus, qui est menacé. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous-même, vous avez dû passer par une batterie de gardes du corps et de sécurité? Comment ça se passe? Non, alors ça fait partie des mystères de la Syrie. Évidemment, à partir du moment où on pénètre dans le territoire syrien, on est accompagné par un certain nombre de représentants du gouvernement. Ça a toujours été le cas, les services secrets, les Mukhabarat. Voilà, et les Mukhabarat, et voilà, il y a une surveillance. Mais si vous voulez, ce qui vous donne l'illusion que quand vous allez le voir, il n'y a pas de sécurité, ou très peu. On a changé pour le premier interview une fois de voiture, et je suis arrivé devant un petit pavillon au milieu de la campagne, où il y a une dizaine de kilomètres à l'extérieur pas très loin du palais présidentiel, mais pas dans le palais présidentiel. Et puis, je suis sorti de la voiture, m'imaginant que j'allais avoir affaire à une batterie d'attachés de presse, de gardes du corps et autres. Et c'est lui qui est arrivé tout seul dehors, à un endroit où on est quand même à 10 km des foyers d'insurrection dans la capitale, que ce soit Daraya, qui était l'un des gros quartiers aux mains des insurgés, le quartier de Jobar aussi, qui est pas très loin, et puis Yarmouk, où il y a une présence de l'État islamique. Donc on se dit, c'est assez incroyable. Et ce qui est aussi assez incroyable, c'est qu'à cette époque-là, les rebelles faisaient vraiment le siège de Damas. Il ne se passait pas 10 minutes sans qu'on entende un coup de feu ou une explosion. Donc on était vraiment dans un moment d'affaiblissement considérable du pouvoir. Bachar el-Assad, le gouvernement syrien à l'époque contrôlait 30% du territoire syrien, 60% de la population était sur ces 30%, mais quand même, ils avaient perdu Palmyre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Russie intervient, parce que Damas est susceptible de tomber à ce moment-là dans les mains de Daesh. Alors, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien, Bachar el-Assad, il a 34 ans en 2000, lorsque son père Hafez al-Assad meurt. Il devient président de la République arabe syrienne, alors qu'il était jusque-là ophtalmo à Londres, en Grande-Bretagne. Vous l'avez dit, on parle de lui comme étant un homme occidentalisé. On va voir aussi tout à l'heure à l'image son épouse, Asma al-Assad, que l'on dit moderne. Vous l'avez dit, 2011, soulèvement, ça fait 6 ans, plus de 500 000 morts. À l'époque, on se dit, voilà, il va vivre le même sort que Mouammar Kadhafi. Il n'en a rien été. Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a quelqu'un, je le cite dans le livre, qui a
qui a été clairvoyant sur la résistance, la capacité de résistance du gouvernement syrien à l'époque, c'est Éric Chevalier, qui était l'ambassadeur de France, qui a dit j'ai visité la Syrie, je connais bien la Syrie, le régime ne va pas tomber comme ça, il est beaucoup plus solide qu'on le pense. Il n'a pas été écouté, il a été rappelé à Paris, ensuite il est devenu ambassadeur au Qatar. Sur quoi il s'appuie ce régime alors justement? Il s'appuie sur une communauté. D'abord, il faut comprendre que pour comprendre la dureté d'Assad, il faut comprendre que c'est un élément, c'est quelqu'un d'origine alaouite. Les alaouites sont une minorité qui font 10% en Syrie, et cette minorité domine 74% de sunnites, une myriade d'autres minorités, donc c'est une minorité qui domine une majorité. Ça a toujours été, enfin ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas c'est un pouvoir complexe avec des relations intercommunautaires complexes. Également, ce qu'on a complètement sous-estimé en Syrie, à mon sens, c'est le patriotisme syrien. Il y a un vrai patriotisme syrien. Il y a une vraie conscience nationale syrienne. Et le culte du chef, écrivez-vous. Le culte du chef aussi, parce que c'est une manière, l'homme fort, celui qui... ça, c'est quelque chose de constant. Ce qu'on a aussi oublié par rapport, et ça c'est notre jugement par rapport à la rébellion, il faut vraiment l'analyser, on s'est imaginé que si une des demandes principales de l'Occident et des groupes rebelles et également de l'opposition en exil, c'était le départ de Bachar el-Assad. On disait, si Bachar el-Assad part, on avait l'impression que la démocratie allait s'installer, une démocratie évidemment pluraliste, respectueuse des minorités, que le camp rebelle allait offrir cette alternative. En réalité, en regardant un peu dans l'histoire, on pouvait voir que pendant toutes les années 80, eh bien, qui étaient les opposants au régime d'Hafez, de son père? C'était les frères musulmans. C'était déjà une opposition islamiste. Le massacre de Hama, notamment. Le massacre de Hama, de morts, plus la série d'attentats qui ont ensanglanté la Syrie à cette époque-là. Hama, évidemment, les frères musulmans prennent la ville, il y a une répression terrible. Donc déjà, à l'époque, c'était les frères musulmans. Donc dans l'opposition, qui sont les mieux armés? Qui sont les mieux formés? Qui ont, je dirais, une tradition d'opposition la plus installés, ce sont les éléments islamistes. Et assez rapidement, c'est eux qui vont prendre la main sur les groupes rebelles. Nous, en Occident, on a toujours continué à percevoir cette opposition comme étant composé de modérés. Il y en a eu. Au départ, il y a eu véritablement des aspirations à la révolution, à une révolution, à un changement véritable. Mais rapidement, ces éléments ont été débordés par les éléments islamistes. Et à ce moment-là, on s'est trompé. On s'est trompé sur la Syrie. On a voulu armer un camp pour faire en sorte que le camp de Bachar el-Assad perde la partie. Et finalement, on s'est enfoncé et la Syrie dans une guerre terrible, une guerre qui fait 340 000 morts aujourd'hui. Peut-être on va l'avoir à l'image Asma al-Assad. Vous l'avez rencontrée également. Elle n'a pas voulu vous parler de ce conflit et de politique. Quelle impression vous a-t-elle laissé? Alors là, encore une fois, contexte différent. J'ai rencontré Asma el-Assad. C'est d'ailleurs la première entrée au départ, qui est la première entrée de mon livre, le premier chapitre de ce livre, en novembre 2010. Il faut vous rendre compte. Bien avant. Il y a 7 ans. Novembre 2010, nous sommes à Paris. Le couple présidentiel syrien vient rendre visite. Ils viennent pour négocier un contrat entre le musée du Louvre et les musées syriens. Ils viennent pour un voyage culturel. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les relations entre la Syrie et la France sont au beau fixe. On se retrouve dans une situation, il n'y a pas encore eu un coup de feu tiré en Syrie. Et d'ailleurs, le 14 juillet 2008, il était sur les Champs-Élysées, Bachar el-Assad. Si vous voulez, le règne de Bachar el-Assad est alterné dans ses rapports avec la France entre période de froid, évidemment l'assassinat de Rafik Hariri, rupture des relations sous Chirac, mais Chirac avant ayant voulu jouer la carte de Bachar el-Assad, ce leader moderne, jeune, 34 ans comme vous dites, Chirac avait adopté un ton presque paternaliste avec lui. Ensuite, rupture des relations, rétablissement de ces relations sous Nicolas Sarkozy. Qui dit qu'il faut parler à ses ennemis également. Voilà, avec ce couple présidentiel qui revient, qui dîne à l'Élysée, etc. Donc on est quand même dans une situation, c'est quand même assez surréaliste. Ce qui s'est passé en même pas 7 ans, c'est pas beaucoup. Et quand on imagine aujourd'hui les relations entre la France et la Syrie, c'est quand même assez hallucinant de se rendre compte. Et justement, ces relations, elles sont historiques. Premier consulat permanent de l'histoire de France, il était à Alep, ce qui confère un rôle particulier à la France. Aujourd'hui, qu'en est-il? On sent qu'Emmanuel Macron a envie d'être plus pragmatique, mais qu'il paie les pots cassés de la précédente diplomatie et équipe gouvernementale française. Si vous voulez, le problème, c'est, on arrive à une situation, aujourd'hui, Bachar el-Assad est là,
Et là, il est en passe de gagner la guerre avec tout un tas d'alliés, les Russes, les Iraniens, le Hezbollah, d'autres acteurs qui se sont impliqués dans le champ de bataille, sur le champ de bataille syrien, qui ont suivi cette stratégie pilotée par les Russes, il faut bien le reconnaître, et qui aujourd'hui ont gagné. La difficulté principale, c'est que nous, on a joué en France le camp opposé, qui lui est en passe de perdre. Pour revenir à la table des négociations, il faut, quand vous avez les vainqueurs, ça a été l'objet de passes d'armes verbales entre Emmanuel Macron et Bachar el-Assad à Noël. C'est-à-dire que Bachar el-Assad pose ses conditions. Une ambassade, notamment, retour de l'ambassade de France à Damas. Exactement. Et ça va être une question clé dans les prochains mois. Emmanuel Macron a choisi une position que je trouve réaliste sur la Syrie, sur la région en particulier. Il essaye d'être au-delà de la Syrie, de peser dans l'antagonisme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, antagonisme qui a été exacerbé par la crise syrienne. Donc au-delà, il y a une volonté réelle de la France de vouloir reprendre pied dans la région, et ça passe effectivement par ce qu'a dit Emmanuel Macron. À parler à Bachar el-Assad parce qu'il est là et qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas continuer à vivre dans cette fiction de Syrie qu'on nous a présentée pendant tout le quinquennat de Hollande. Même avec un criminel de guerre, sans parler de fiction. C'est la question la question des criminels de guerre. La question, vous savez, Saddam Hussein nous a servi pendant des dizaines d'années de bouclier face à l'Iran. On n'a pas eu d'angoisse à l'époque à dialoguer avec Saddam Hussein. On savait très bien ce qu'il faisait, on savait très bien jusqu'où il allait. Bon, une fois que les intérêts de Saddam Hussein et ceux des Américains n'ont pas coïncidé, ça a été le début de la fin pour lui. Ça a toujours été comme ça. Muammar Kadhafi, on s'en est servi pour faire notre frontière sud de l'Europe. Régis Le Sommier, ouais. Alors vous écrivez « Tout glisse sur Bachar el-Assad comme un métal inoxydable ». Sans la Russie, il serait sans doute tombé, on ne le saura jamais. Mais en tous les cas, il a toujours des soutiens, dites-vous. Peut-être une question, puisqu'il est aussi question de cela dans votre livre, sur le côté médiatique. Certains en France ont été très durs avec vous. Le fait d'avoir interviewé, on vous retrouve d'ailleurs plus dans des journaux américains aujourd'hui, surtout après l'offensive de Daesh. Que répondez-vous à vos détracteurs? Non, je trouve que ce débat a été proprement surréaliste, un débat malheureusement qui n'existe qu'en France. L'idée d'aller poser des questions, de faire notre métier. Moi, j'ai commencé ce métier de journaliste en me disant, il n'y a pas d'endroit au monde où je ne dois pas aller. On doit s'interdire d'aller quand on est journaliste. Il n'y a pas de personne au monde à qui on ne doit pas parler. La question est le contexte et la façon dont on le fait, comment on contextualise une interview et comment on en parle après. Mais quand on a la possibilité d'y aller, et c'est tout le thème de ce livre, un livre qui est, je pense que quand on est jeune journaliste, il faut essayer d'aller là où on nous dit non, on n'y va pas. En sachant d'ailleurs que Paris Match y va aussi pour parler des affres de la guerre. Bien sûr, et moi j'ai couvert par exemple la terrible bataille d'Alep, j'ai parlé du camp rebelle, j'ai parlé du camp gouvernemental, des deux souffrances, j'ai parlé des massacres qui ont été perpétués, des terribles bombardements que j'ai vécus, que j'ai vus de mes yeux à Alep, bombardements orchestrés par les Russes et les Syriens, par l'aviation syrienne. Donc je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais pour les jeunes, il faut ne jamais s'interdire d'aller et de poser des questions. Merci beaucoup Régis Le Sommier, vous êtes l'auteur donc du livre Assad aux éditions de La Martinière. Merci à vous.